tous, bienvenue dans cet atelier sur la levée des freins bloquant le retour à l'emploi. On va attendre quelques minutes, quelques secondes que tout le monde se connecte. Alors, cet atelier, il est contributif. On va vous demander de contribuer à différents moments de l'atelier. Alors, je suis votre animatrice aujourd'hui, Agathe Latreille. Je fais partie de la plateforme de l'inclusion, mais j'étais auparavant moi-même accompagnatrice, conseillère à l'emploi, avant Pôle emploi, maintenant France Travail. J'étais conseillère à Toulouse et j'ai eu la chance d'accompagner des personnes en difficulté et de contribuer à la levée des freins qui bloquent leur retour à l'emploi. Parce que quel que soit le métier qu'on fait, quand on travaille dans l'insertion, on contribue toutes et tous à la levée des freins des personnes qu'on accompagne. Je suis accompagnée aujourd'hui de 3 personnes. Émilie, qui est référente PLI à la ville de Campville, Céline, également référente PLI à la mairie de Colomiers, et Clotilde, qui est coordinatrice inclusion numérique intercommunale Grand Paris Sud. Lors de cet atelier, donc, vous allez avoir des acteurs de terrain qui vont partager leur quotidien, comment elles contribuent à la levée des freins périphériques au retour à l'emploi de leurs bénéficiaires. Dans un premier temps, nous allons entendre le témoignage de ces intervenantes qui œuvrent au quotidien pour la levée des freins des personnes qui sont sur leur territoire et qu'elles accompagnent. Cet atelier a pour objectif de vous donner la parole, de partager avec l'ensemble des participants ce qui fonctionne sur votre territoire et comment est-ce que vous contribuez à la levée des freins des bénéficiaires que vous accompagnez. Découvrir les métiers de vos partenaires, partager quel est votre métier, votre mission au quotidien, les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos missions. Et vous pourrez aussi poser les questions directement aux invités qui vont contribuer. Donc, comme je vous le disais, c'est un atelier interactif. Donc, vous pouvez partager vos questions, partager votre expérience directement dans le chat. Et je vais vous mettre vraiment la liste des sujets sur lesquels on souhaite que vous contribuez. Donc, d'abord, présentez-vous, votre parcours, votre mission, posez des questions, mais partagez aussi les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de l'accompagnement de vos bénéficiaires. Mais faites aussi découvrir aux participants les solutions qui fonctionnent sur votre territoire. Les organisations locales, collaboration avec vos partenaires, les solutions mises en place dans votre structure. L'objectif de cet atelier, c'est finalement de recueillir au plus proche de tout l'ensemble du territoire les besoins que vous avez et les solutions qui fonctionnent pour pouvoir faire un bilan national et contributif, collaboratif de l'ensemble de vos organisations locales. Alors, n'hésitez pas à contribuer directement dans le chat ou à venir en fin d'atelier directement à l'écran pour pouvoir contribuer, expliquer ce qui est mis en place directement sur votre département, dans votre structure et que vous aimeriez partager avec les participants. Je vous partagerai également à un moment un sondage qui nous permettra de recueillir les difficultés sur votre territoire en termes de levée des freins. Donc, n'hésitez pas directement à y participer quand ce sera partagé. Alors, pour débuter cet atelier, je ne vais pas arrêter mon partage d'écran. Pour débuter cet atelier, nous allons pouvoir échanger avec Émilie. Émilie qui est référente PLI au sein de la ville de Campville. Émilie, est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours en tant qu'accompagnatrice? Comment vous avez commencé? Comment vous êtes formée au fil du temps pour accompagner vos bénéficiaires? Bonjour tout le monde. Donc, du coup, moi, je m'appelle Émilie Walton. Je suis référente PLI à la mairie de Campville. Et donc, je pense que je fais partie un petit peu de la partie des professionnels qui ont fait un parcours de reconversion. Donc, à la base, je suis de formation initiale dans les métiers du bâtiment. Je suis électrotechnicienne. Et en fait, j'ai eu un parcours assez varié en termes d'expérience professionnelle. Et à un moment donné, j'ai voulu faire ma reconversion. Donc, j'ai d'abord fait un stage à la MCEF de Bellefontaine, qui est au sud de Toulouse. Et ce stage, donc PMSMP, était très concluant. Derrière, j'ai travaillé comme conseillère formation et ensuite conseillère à l'emploi. Et j'ai décidé de me former pour un peu asseoir la méthode d'accompagnement. Et après, j'ai été chargée de mission dans un club régional des entreprises pour l'insertion, le CREPI. Et après, donc, je suis devenue référente PLI ici à la mairie de Campville. Voilà un petit peu pour le parcours. Super, merci beaucoup, Émilie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur le PLI? Quelles sont ses missions? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on a des personnes, je vois, qui sont en formation, en reconversion, tout comme vous l'avez été. Donc, ça, c'est intéressant pour nous d'en savoir plus. Et pardon, Soumia, j'ai omis de vous présenter au moment du tour de table. Désolée.
c'est les aléas du direct. Mais en tout cas, voilà, Émilie, on viendra à vous juste après. Émilie, du coup, dites-nous en plus sur le PLI. Quelles sont ses missions? Comment est-ce que ça fonctionne, cette organisation? Alors, le PLI, c'est un dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi ici sur la région toulousaine. Donc, c'est porté par Toulouse Métropole et le SICOVAL, donc avec un financement FSE. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner de façon renforcée et individualisée les participants. C'est comme ça qu'on appelle notre public. Donc, c'est un parcours où on a donc des rencontres régulières avec son référent. C'est un parcours qui peut être adapté à plein de profils différents parce que c'est 12 mois renouvelables 2 fois. L'idée, c'est vraiment de co-construire les parcours d'accompagnement. Et donc, en tant que référent PLI, on a vraiment une posture de pilotage des parcours d'insertion. Donc, on va piloter l'intervention des opérateurs sur le parcours du participant qui lui-même est moteur de son insertion professionnelle. L'avantage, on va dire, et le plus-value en tout cas du PLI, c'est d'être un service complémentaire aux services comme Pôle emploi, voilà, parce qu'on a un plan spécifique, un plan d'action spécifique, donc où on va pouvoir traiter plusieurs freins. Donc, on va avoir une plan d'action qui va pouvoir traiter des freins, par exemple l'image de soi avec des actions de redynamisation ou des actions dans la mobilité, de la formation, français langue étrangère, l'inclusion numérique. On va avoir le logement, la santé. L'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre au plus près des besoins exprimés par le public et territorialisé, donc qui est adapté vraiment à la spécificité de nos publics et notre territoire. C'est très clair. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation du PLI. Et justement, sur le territoire donc, de Toulouse, hein, où vous êtes situé, est-ce qu'il y a une organisation spécifique, des solutions qui sont mises en place dont on pourrait s'inspirer sur l'ensemble des autres territoires et des choses qui fonctionnent bien avec vos partenaires? Alors, en sachant que le PLI couvre quand même 73 communes, malgré tout, sur un échantillon, on va dire aussi vaste, chaque référente va avoir des spécificités de son territoire. Donc moi, par exemple, sur mon territoire, on va dire les problématiques que je rencontre, ça va être le niveau de français. Je vais avoir des problématiques aussi de logement et donc du coup, je vais pouvoir me reposer sur les opérateurs du PLI, les acteurs du droit commun, mais aussi le réseau associatif. Et ici, à Toulouse, on a de la chance d'avoir un réseau de conseils en insertion professionnelle qui s'est formalisé par la création d'une association qui s'appelle RIO, donc Réseau Insertion Occitanie. Et en fait, c'est vraiment un travail partenarial et de réseau qui est très, très fort. L'association RIO propose des échanges de pratiques, de créer du lien entre professionnels pour bien maîtriser les différents outils du territoire. Vu que les parcours sont individualisés, la réponse doit l'être aussi. Bien sûr, c'est très clair. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous avez des questions, à poser des questions à Émilie sur cette organisation, ce RIO qui est mis en place sur le territoire. On sera un plaisir de vous y répondre. Alors, après les autres présentations, ou même vous pourrez intervenir à l'écran pour en demander plus. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Je vous propose de passer la parole cette fois-ci à Céline, qui est elle aussi conseillère PLI. Céline, même question qu'Émilie au démarrage. Vous pouvez nous raconter votre parcours en tant qu'accompagnatrice, comment vous avez commencé, comment vous êtes formée au fil du temps pour la levée des freins de vos bénéficiaires? Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Céline, référente PLI à la mairie de Colomiers. Donc j'accompagne les demandeurs d'emploi. Mon parcours, alors il a commencé dans l'enseignement en fait au départ, et puis la remise en question me disant il y a peut-être un travail à faire au niveau des parents. Ce pourquoi j'ai repris mes études et j'ai intégré la formation à l'AFPA de Balma sur Toulouse pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Donc j'ai réalisé mon premier stage avec Émilie. Donc on s'était rencontrés à la maison de l'orientation de Bellefontaine. Suite à cette formation,
J'ai commencé un poste en tant que chargée de mission, dans une association, qui, accompagnait les réfugiés sur Auch, donc un CHRS en fait avec de l'accueil et de l'accompagnement, sur, de l'IAE. Et puis un poste s'est libéré donc sur le pli. Pour moi, en fait, le pli, c'était vraiment à la base un dispositif coup de cœur, parce que vraiment, comme Émilie, en parlait tout à l'heure, on a un plan d'action qui est tellement riche. C'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir lever les freins, des demandeurs d'emploi et de pouvoir les emmener, vers, un emploi, pérenne, durable, parce que c'est ça le but du pli, hein. C'est vraiment, leur faciliter, donc, aux participants, l'accès, et le maintien sur un emploi durable. Et donc voilà, j'ai intégré le pli, donc, depuis presque 5 ans. Et voilà, le but, voilà, est vraiment d'accompagner les demandeurs d'emploi, sur un emploi pérenne. Et justement, donc dans le cadre de cet accompagnement, quelles sont les missions que vous faites au quotidien, voilà, pour les personnes qui sont en réorientation aujourd'hui, qui découvrent le métier que vous faites? Je peux vous en dire plus sur comment ça se passe, la vie au travail, en tout cas, d'une Oui. conseillère pli? Alors, une conseillère pli, elle a des objectifs, donc elle doit recevoir les personnes, en entretien donc individuel. Alors le pli, en fait, c'est un accompagnement qui, est, vraiment fait sur mesure. C'est-à-dire que quand on a une personne devant nous où on va sentir qu'elle a besoin, d'un accompagnement renforcé, plus renforcé qu'un entretien par mois, on peut se voir toutes les semaines. On peut s'appeler aussi toutes les semaines. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir moins de personnes dans notre file active. On doit être à peu près aux alentours de 58-60 participants, ce qui nous donne le temps vraiment de les accompagner, de les lever les freins et de pouvoir mettre en place tout ce dont ils ont besoin pour trouver la sérénité après voler de leurs propres ailes. D'accord. Et justement, donc dans le cadre de cet accompagnement que vous mettez en œuvre pour ces personnes, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de votre mission d'accompagnement pour la levée des freins? Alors oui, c'est vrai qu'on accompagne des publics, fragilisés. En l'occurrence depuis, quelques années, beaucoup de personnes victimes de violences. Alors là, moi, là-dessus, j'ai eu la chance d'avoir été conviée à la formation qui a été, portée par le conseil départemental il y a 2 ans. Ils ont voulu, mettre cette formation un peu innovante, sur, Colomiers, de former des référents de parcours. Alors le référent de parcours, en fait, il est, là pour pouvoir mettre au cœur, la personne, donc au milieu avec, donc on organise des réunions où la personne est au cœur, elle est conviée lors des réunions avec donc l'assistante sociale, le bailleur social, lorsqu'il y a des problématiques de logement, le conseiller en insertion, le conseiller Pôle emploi, puisque les personnes, quand elles sont accompagnées sur le pli, elles restent inscrites à Pôle emploi. Donc on fait toujours aussi du lien avec les conseillers. Alors pardon, France Travail maintenant. Donc voilà, j'ai eu cette chance de participer à cette formation et ça a été vraiment très important puisque depuis un moment, on voit que le taux, de violence, augmente et donc moi, ça m'a vraiment, aidée à pouvoir mieux accompagner et mieux orienter, ce public. Ah, merci beaucoup, Céline. Alors je vois qu'on a des questions pour Céline et Émilie qui arriveront juste après, mais je termine avec une dernière question pour ma part. Est-ce que vous avez justement un retour d'expérience, un parcours que vous auriez eu d'accompagnement avec une personne que vous pourriez partager aux participants? Oui, tout à fait. Je vais faire le lien justement avec cette formation. L'année dernière, j'ai accompagné donc une personne qui, a fui le foyer conjugal donc avec sa petite fille. Elle était de région parisienne, elle est arrivée sur Toulouse, donc sans domicile fixe. Donc elle m'a été, orientée. En fait, c'est une dame qui est venue, spontanément à la mairie et qui m'a été orientée pour, pouvoir, l'accompagner, à lever ses freins. Donc j'ai tout de suite mobilisé mon réseau que j'avais
voilà, réussi à monter avec la formation de référente parcours, donc le bailleur social. On a réussi de suite à lui trouver un logement d'urgence pour elle et sa fille. Et de là, donc, l'accompagnement a pu commencer. Donc, avec, par exemple, sur le plan d'action, j'ai pu mobiliser une action qui s'appelle Actel, qui est faite pour les femmes. Donc, on a aussi une action pour les hommes, mais celle-ci, elle est spécialement faite pour les femmes qui ont été victimes dans leur parcours de trauma, de violence, qui ont vécu voilà, des choses compliquées. Elle a été accompagnée pendant 8 semaines pour l'aider à reprendre confiance en elle. Lors de ces 8 semaines, il y avait des cours d'autodéfense, de savoir positionner sa voix, être accompagnée voilà, à reprendre confiance en elle avec des coachs. Elle a fait un peu de Fenjoshi. Enfin, voilà, elle a vraiment pris soin d'elle et ça lui a donné confiance. Et là-dessus, après, on a pu passer le permis puisqu'on accompagne aussi les personnes. On travaille avec une agence sociale en fait qui s'appelle EMCP sur Toulouse et qui accompagne les personnes voilà, à reprendre confiance en elles si elles ont déjà le permis ou donc pour la conduite ou passer le permis mais prendre le temps. C'est vraiment, ils prennent le temps avec les personnes. Et puis ensuite, elle a pu intégrer, quand elle a eu son permis, un groupe qui s'appelle Atout Senior, donc qui à partir de 40-45 ans. C'est un groupe où le cœur de l'action, c'est vraiment l'entreprise. Donc le projet, il est déjà défini. Elle rentre sur un groupe, il y a un psychologue qui les accompagne. Et là, les entreprises viennent lors des rencontres, ils sont préparés aux entretiens, ils vont faire des enquêtes professionnelles et on a donc Corinne qui les accompagnait, qui est la coach sur savoir se présenter, retravailler un petit peu le CV si besoin. Et puis, elle est rentrée en emploi, elle a signé un CDI dans une entreprise adaptée et elle est ravie parce qu'elle a trouvé sérénité. Elle part en vacances avec sa fille, elle a un toit et voilà, un beau parcours sur le pli, quoi. C'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup, Céline, pour ce partage de parcours réussi parce que voilà, on a des belles histoires aussi à partager quand on travaille dans l'insertion, même si on rencontre des personnes qui ont des situations de vie difficiles, qui ont des défis à relever. Alors justement, on a une question de Gaëlle qui nous dit si on a quelqu'un qui veut rentrer dans un parcours pli et puis pour être accompagné par des conseillères comme Émilie et Céline, comment on fait pour orienter une personne vers le pli ? Alors, en fait, les personnes, il y a un site qui est Pli Toulouse Métropole où toute personne peut se connecter et elles peuvent faire une demande en fait d'intégration en envoyant un mail à contact tout simplement. Ou elles peuvent appeler les structures là où sont référencés les référents Pli. Les référents, ils sont soit dans des collectivités, dans des associations, voilà, un petit peu partout et il faut juste se renseigner où il y a un référent Pli proche de chez soi et puis tout simplement envoyer les coordonnées. Très clair, merci beaucoup. Donc forcément, ça change selon les agglomérations dans lesquelles vous vous trouvez. Parce que là, on est dans le territoire de Toulouse, vous l'aurez entendu, nos accents respectifs, on a une partie d'intervenantes toulousaines. D'autres questions pour Céline et Émilie. Est-ce que, donc vous êtes sur le pli, mais qui est votre employeur, du coup, respectivement, peut-être Émilie, vous pouvez commencer ? Alors du coup, le pli, moi je suis employée de la mairie, donc du coup je suis contractuelle et je suis rattachée à ma chargée de mission du secteur nord-est. Donc en fait j'ai une double hiérarchie, une qui est fonctionnelle et l'autre qui est structurelle, je crois. Donc c'est dans le cadre des appels, des marchés. Tout simplement. En fait, les structures se positionnent et s'ils obtiennent le marché, donc du coup, après avec Pôle emploi, je crois que c'est une convention. Oh, pardon, France Travail. Mais du coup, voilà, on a deux hiérarchies du coup. D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Bon, ça va sembler. En fait, la structure emploie la référente pli et on est mis à contribution pour Toulouse Métropole, pour les missions Toulouse, du pli Toulouse Métropole. 100% de notre temps de travail est détaché sur notre fonction de référente.
D'accord, c'est très clair. Alors, on a encore d'autres questions qui arrivent sur comment est-ce que vous faites pour lever les freins ou est-ce que quand on n'a pas de pli sur le département, comment ça se passe? Alors, je vous propose qu'on essaie de répondre à l'écrit. L'objectif aussi de ces ateliers, c'est de mettre en lien les acteurs de l'insertion, comme l'objectif de la communauté de l'inclusion finalement, c'est de permettre aux acteurs de l'insertion d'échanger entre eux. Et je vois que c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le chat aujourd'hui. On a des questions sur la santé mentale, des personnes qui répondent. C'est la collaboration et l'entraide qui est force dans notre réseau. Donc, c'est très important. Mais je vais proposer de passer la parole à Soumia, qui est autour de la table avec nous. Donc, Soumia, mais un peu pour démarrer, expliquer aussi quel est votre parcours aujourd'hui, quelle est votre mission et la mission de la structure dans laquelle vous travaillez. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Ajalis Soumia, je suis chargée de mission insertion sur l'Union Saint-Pierre-Rouvermonier depuis 2011. Donc, mon parcours est assez atypique, c'est que je n'étais pas du tout conseillère en insertion. J'ai démarré sur un poste de chargée de développement partenarial sur la plateforme emploi entreprise sur les quartiers prioritaires de Toulouse, donc Ampalo et la Rainerie. Ensuite, je me suis formée sur le titre de CIP en 2013 et depuis, donc, je suis chargée de mission. Alors, il y a une particularité sur nos actions, c'est qu'on est labellisé par une association, l'association Transfert de Bordeaux, qui permet, donc c'est la méthode IOD, qui permet d'associer les personnes en recherche d'emploi sur les quartiers prioritaires. Si vous voulez, la méthode, c'est une offre, un candidat. Pas de mise en concurrence, pas de CV, souvent parce que c'est des profils sans diplôme ou sans expérience. Donc, on travaille avec eux de cette façon-là. Mais aussi, on travaille sur le marché caché, ce qui veut dire qu'on a un réseau d'entreprises important et une prospection qui fait partie de notre quotidien. Pour aller vite, et juste expliquer un petit peu mon parcours actuel, donc depuis 2020, j'ai changé de poste. Et donc là, j'accompagne des jeunes placés de l'ASE, donc sur une MEX. Donc avec d'autres problématiques, de l'insertion scolaire, professionnelle, de la remobilisation et le travail de projet. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu aussi, la particularité aussi de l'UCRM, c'est qu'on est sur plusieurs dispositifs. Notamment, nous avons aussi des référentes PLI, alors sur les quartiers prioritaires et sur le handicap. Donc, effectivement, sur le pli, la levée des freins, en tout cas, le catalogue d'accompagnement pour ces publics-là est bien plus large. Et le partenariat du pli fait que la levée des freins peut être... voilà, ils ont des partenariats qui permettent quand même de lever les freins, le permis, les cours de FLE. Aujourd'hui, moi, ma problématique, en tout cas, et c'est le partage et le pourquoi de ma venue, c'est qu'on se retrouve sur des publics beaucoup plus éloignés. On a des soucis de place pour les places en FLE, par exemple, français langue étrangère, la mobilité, la garde d'enfants. Je lis un petit peu les commentaires. On est tous face, je pense, à toutes ces difficultés, ces problématiques, et je pense que chacun de notre côté, de par nos réseaux personnels, et ce qu'on a pu développer en partenariat avec des structures des territoires, essayer en tout cas de lever certains freins, ce qui n'est pas forcément... ça ne marche pas à tous les coups, je dirais, parce que manque de place, manque de moyens. Voilà, donc on est sur du sur-mesure, comme disait Céline, avec qui j'ai travaillé. Voilà, on est vraiment sur un travail, je pense que c'est vraiment chaque situation est particulière, afin de pouvoir amener les personnes, les usagers vers l'emploi et pérenniser l'emploi. Et sur la méthode JOD aussi, la particularité, c'est qu'on les accompagne même après la prise de poste. Donc, on valide vraiment l'entrée en poste, l'intégration, et on met en place vraiment un parcours adapté. Même si aujourd'hui, je ne travaille plus sur la plateforme, j'ai gardé quand même ces automatismes avec les jeunes que j'accompagne sur ma MEX. Voilà. L'idée aujourd'hui, on a été donc nous conviés par le PLI Toulouse sur cette journée et on les remercie pour que je puisse intervenir. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, alors justement, je crois qu'il y a des questions du chat, notamment sur quelles solutions, quels moyens vous mettez en place pour la levée des freins que vous identifiez, que rencontrent les personnes que vous accompagnez.
Je pense que la première chose, c'est vraiment de s'appuyer sur les structures existantes qui font très bien, voilà, qui ont déjà des actions mises en place, hein, bien qu'on se retrouve quand même, en tout cas moi personnellement, je me retrouve souvent coincée par le nombre de places, ne serait-ce que pour les cours de français langue étrangère. Je pense qu'il faut développer. Je ne pense pas avoir de solution miracle hein, aujourd'hui à apporter à mes collègues, hein, mais en tout cas, il faut vraiment il faut vraiment voir l'offre qui est proposée sur le territoire et s'en appuyer, parce qu'il y a une méconnaissance aussi des actions que mène chaque structure de par pas le temps. Hein. On est quand même sur des rendez-vous journaliers, on a des actions à mener tous les jours, on a souvent la tête dans le guidon. Mais je sais que sur les QPV sur Toulouse, par exemple, hein, pour ne pas revenir sur Toulouse, mais il y a des petits déjeuners partenaires faits par les centres sociaux. Et c'est quand même des moments où on peut rencontrer des partenaires qui ont des actions sur lesquelles on n'avait pas du tout le lien et pas du tout la connaissance. Ensuite, il y a le droit commun, mais ça, je pense que tout le monde le sollicite et c'est ce qui fait qu'on est en tout cas en difficulté, ne serait-ce que par les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui par rapport aux usagers qu'on accompagne. Voilà. Alors, j'ai une question spécifiquement pour vous. Quels sont les critères pour bénéficier de votre accompagnement? Comment voilà, vous faites Alors, sur l'action que je mène aujourd'hui, c'est l'ASE, les référents ASE qui... Donc, c'est sur une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a des éducateurs, on a TISF, CESF, assistante sociale, formateur FLE et savoir-être et donc des CIP en plus. Donc, c'est quelque chose de novateur, en tout cas en termes de MEX. On est la deuxième à le faire sur le territoire. Ils avaient ouvert une première MEX qui a été, donc, qui est UCRM, mais qui a été la partie insertion et travailler avec les apprentis d'Auteuil. Et en interne, sur la deuxième MEX ouverte depuis 2021, sur le Sandero, là où j'interviens, c'est en interne. Donc, moi, je m'étais positionnée sur l'accompagnement des jeunes, qui est un autre type d'accompagnement avec d'autres problématiques. Hein. Là, on est sur les problématiques psychiques, de famille, intrafamiliales, violences, voilà, tout ce qu'on peut imaginer sur la protection de l'enfance. Merci beaucoup pour ce partage. C'était très intéressant. Je vous invite aussi à adresser vos questions à Céline, Émilie, Soumia, sur comment elles activent vraiment des solutions pour la levée des freins sur leur territoire ou dans leur quotidien. Quels sont les outils qu'elles peuvent mettre en place, alors qui sont des techniques d'accompagnement, puisque sur les outils, on va dire les sites de cartographie de l'offre d'insertion, etc., on a un atelier dédié à 15 heures sur lequel je vous invite à participer. On va vous présenter ces outils de cartographie de l'offre d'insertion qui vous permettront de trouver, voilà, d'identifier vos partenaires vers qui réorienter les personnes que vous accompagnez. Merci en tout cas, Soumia, pour ce partage. On va passer la parole à Clotilde, qui a, elle, un rôle différent de celle d'accompagnatrice CIP, conseillère PLI qu'on a pu avoir aujourd'hui. Donc justement, Clotilde, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre parcours et nous expliquer aussi voilà, quelles sont vos missions au sein de votre communauté d'agglomération? Donc bonjour à tout le monde. Moi, j'ai commencé en tant que conseillère en insertion socio-professionnelle en mission locale, à la mission locale de Paris pour être plus précise. Et j'ai également travaillé à Montréal aussi sur ces mêmes thématiques, sur ces mêmes missions. Et durant mon parcours de conseillère en emploi, j'ai rencontré de nombreux freins, et notamment l'accès au numérique ou toutes les démarches aussi qui commençaient à se faire de plus en plus sur l'outil numérique, que ça soit pour se déplacer, pour aller à son lieu de rendez-vous pour l'entretien, comment faire son CV sur l'ordinateur, etc. Donc, quand je suis rentrée en France, je me suis mise sur des missions visant l'inclusion numérique, dans un premier temps dans un hub territorial qui était le hub Franciline, et aujourd'hui en tant que coordinatrice inclusion numérique intercommunale dans la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, qui se trouve à cheval sur 2 départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Et on a donc 23 communes qu'on essaye donc d'impliquer
autour d'une stratégie commune sur l'inclusion numérique. C'est très clair, merci beaucoup. Et donc, moi, justement, je disais, quand je vous ai invité à venir à cet atelier, comprendre quelles sont les missions d'une communauté d'agglomération, finalement, dans le cadre de l'insertion, quelles sont les solutions qui sont mises en place, comment est-ce que ça fonctionne? Et donc, les communautés d'agglo ont été créées suite à la loi NOTRe, et donc celle de Grand Paris Sud est créée depuis 2016. On a plusieurs compétences, que ce soit au niveau, par exemple, de la gestion des déchets, chose qu'on pense souvent, le cycle de l'eau. On a aussi des structures culturelles, des médiathèques, et on a une partie autour donc de la cohésion sociale, de la politique de la ville, et donc dans notre service, différentes coordinations autour de la coordination de l'inclusion numérique, mais aussi de la coordination des ateliers sociolinguistiques qui sont représentés par ma collègue Ella Menaouiti, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mais voilà, c'est en tout cas, des objectifs de notre direction, c'est de pouvoir faire se rencontrer les acteurs de notre territoire, savoir qui fait quoi, quels sont les besoins de nos habitants aussi, et ensuite viser à la montée en compétence de nos professionnels et créer des outils communs pour de l'orientation pour nos publics, de façon très générale. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Clotilde, sur ces missions-là. Et alors, justement, votre rôle, comment est-ce qu'il se traduit sur le territoire? Quelles solutions vous mettez en place pour accompagner les professionnels sur le terrain, pour la remontée en compétences ou répondre aux besoins, hein, parce qu'on voit beaucoup dans le chat de difficultés rencontrées, des freins auxquels on ne peut pas répondre ou pour lesquels c'est compliqué de répondre. Quel est le rôle d'une communauté d'agglomération dans ce cadre-là? Depuis 2019, on a établi une stratégie d'inclusion numérique qui ressort aussi de la stratégie nationale de l'inclusion numérique faite par l'État. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc de faire dans un premier temps un diagnostic territorial et chercher des pistes de solutions pour pouvoir lever les freins autour de l'inclusion numérique. Donc, pour cela, on a expérimenté le dispositif du pass numérique qui vient de se clôturer la fin d'année 2023 et qui visait donc à la formation des bénéficiaires, à l'interconnaissance des acteurs et au financement des opérateurs de médiation numérique. Ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment sur nos territoires qui ont participé. Donc, c'était principalement des quartiers en politique de la ville, mais pas que. C'était faire émerger en tout cas une sensibilité pour les professionnels de la médiation numérique, mais pas que, sur les problématiques qu'il y a autour de l'inclusion numérique et surtout repérer les lieux de médiation. On a essayé aussi on a mis en place des coordinations locales et intercommunales pour justement se faire rencontrer les acteurs, notamment ceux qui ne font pas exclusivement de l'inclusion numérique. On voulait valoriser aussi que ce soit des petites associations ou des services municipaux qui, malgré tout, depuis la totale dématérialisation qui a eu lieu progressivement, mais qui est actée aujourd'hui, qui font de l'inclusion numérique, qui font des ateliers. On peut penser, je vais reprendre mon exemple de mission locale, mais qui vont avoir par exemple des actions de création de CV à une date précise. On voulait valoriser et les faire rendre visibles, en tout cas, pour d'autres acteurs de terrain, pour ensuite les faire orienter leurs bénéficiaires. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment cette interconnaissance avec des créations d'outils et avec de la recherche donc, de formation pour que les professionnels de la médiation numérique puissent rejoindre des publics de plus en plus fragilisés par le tout numérique. L'année dernière, par exemple, on a collaboré avec le CDRIML et ABC Formation pour qu'ils puissent former nos conseillers numériques et animateurs multimédia présents dans nos médiathèques pour rejoindre les publics en apprentissage du français, justement, pour pouvoir faire des premières démarches d'accès au droit sur l'ordinateur. Et par la suite, on va faire des formations pour les aidants numériques, donc tout type de professionnels qui, malgré ce n'est pas leur cœur de métier, mais qui sont contraints à faire des démarches d'accès au droit avec le public, faire une montée en compétence de ces professionnels-là pour qu'ils puissent les accompagner
essayer aussi de leur donner des billes s'ils ont besoin pour pouvoir faire des ateliers autour des démarches d'accès au droit ou tout type autre de maîtrise du numérique, mais aussi de l'orientation pour les professionnels de l'accueil pour qu'ils puissent, diagnostiquer un besoin chez un bénéficiaire et ensuite l'orienter vers une structure qui répond à son besoin. Merci beaucoup Clotilde. Justement, alors on parle de thématiques, on parle beaucoup de thèmes, de freins. Je vais en profiter pour lancer, pour diffuser 2 sondages qui vont venir compléter cette recherche vraiment de quelles sont vos difficultés sur les territoires. Donc, je vous invite à y participer. Et justement, sur ces thématiques dont on parlait là, Clotilde, donc spécifiquement pour vous sur le numérique, je me doute que du côté de la communauté d'agglomération, il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Vous avez des collègues qui œuvrent dans d'autres champs de l'insertion. Quelles sont les grandes thématiques abordées par une intercommunalité ? On a des collègues qui sont aussi dans le service de l'emploi et la formation, donc avec lesquels, par exemple, on collabore lors d'événements thématiques sur les forums de l'emploi. Là, demain, on va en avoir un pour le public senior. On va inclure également donc des médiateurs numériques pour qu'ils puissent les soutenir dans leur démarche de création de candidature. Donc, ça, c'est des liens qu'on peut faire. On a, avec ma collègue, donc coordinatrice des ateliers sociolinguistiques aussi, des liens à faire autour des coordinations communes, vraiment que les professionnels des ateliers sociolinguistiques puissent avoir aussi cette montée en compétence de la maîtrise du numérique ou faire intervenir donc des professionnels dans leurs ateliers. On peut faire des liens en ce moment avec nos services de la culture, notamment avec mon collègue qui, lui, s'occupe des jeunes mineurs sans solution scolaire, avec lesquels on va leur proposer un parcours autour de la culture, de la photographie. Donc voilà, on essaye de faire des liens avec l'ensemble de nos collègues pour lever les freins. On peut penser aussi à l'équipement qui aujourd'hui est rendu inaccessible, notamment sur l'ordinateur. Comment on peut créer un cercle vertueux du reconditionnement au sein de notre agglomération pour pouvoir le mettre à bas prix pour nos bénéficiaires aussi. Ça, c'est un lien qu'on peut faire avec notre direction de la gestion des déchets. Voilà. C'est vraiment encore à construire. On est encore un peu neuf sur cette thématique-là, mais on sait que c'est une thématique transversale en tout cas, et on essaye de faire du lien avec l'ensemble de nos services. Très bien, merci beaucoup Clotilde. Donc on peut voir qu'on a des personnes sur le terrain qui sont au contact des publics, qui œuvrent pour la levée des freins, mais aussi des personnes qui vont aller recenser ces besoins, mettre en place des solutions adaptées, que ce soit en termes d'ateliers, de prestations, ou même pour pouvoir accompagner la montée en compétences des accompagnateurs. Alors je vois qu'on a eu beaucoup de questions sur les techniques à la levée des freins. Alors Émilie, Céline, Soumia, est-ce que vous pouvez partager, vous, aujourd'hui, quelles sont vos techniques pour contribuer à la levée des freins des personnes que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques au-delà de la mobilisation du réseau des partenaires? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Moi, je veux bien partager une pratique professionnelle que j'ai par rapport, parce que je vois que dans le sondage, il y a beaucoup de questionnements sur les problématiques FLE. Donc, du coup, en rendez-vous individuel, je l'ai mis dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas vu. En rendez-vous individuel, si la personne commence à exprimer un projet, j'utilise Google Translate. Il y a aussi des applications qui existent où il y a la double écran et vous parlez et ça traduit, et vous avez l'autre écran en face qui traduit dans la langue de la personne. Et vous avez aussi la possibilité de faire l'identification des parcours avec la frise de vie, avec des dessins, des choses comme ça. Et ce que je fais, c'est que quand la personne exprime un projet professionnel, je vais sur le site de France Travail, j'identifie la fiche métier avec les conditions de travail, les compétences clés, les missions. Et j'utilise Canva pour créer des fiches métiers avec des pictogrammes comme support pour vraiment faire une première découverte des métiers. Donc, si ça, c'est un peu plus concret peut-être que juste la mobilisation du cadre partenarial, on s'adapte après à chaque personne. Merci beaucoup, Émilie. Céline, je vous passe la parole peut-être sur les techniques, les moyens que vous mettez en place pour la levée des freins. Vous avez peut-être des conseils à donner aux participants et participantes.
Alors, c'est vrai que nous, on a cette chance sur notre dispositif d'avoir toutes ces actions mises à notre disposition pour pouvoir justement lever ces freins. Alors, il est vrai qu'on passe d'abord par le droit commun et lorsque voilà, il n'y a pas de possibilité sur le droit commun, on part sur notre plan d'action, mais ça rejoint Émilie en fait. On a les mêmes pratiques. Oui, essentiellement, ça rejoint vraiment ce qu'Émilie a dit. Et puis, ce qui est important, en fait, dans le métier aussi, c'est le réseau, c'est de communiquer entre nous, en fait, de pouvoir, voilà, LinkedIn, enfin, on a plein de choses qui nous permettent de pouvoir communiquer et de pouvoir échanger aussi ce que l'on fait au quotidien. Donc, ça, c'est important, le réseau et échanger entre nous. Merci beaucoup, Céline. Et on terminera avec Soumia sur des techniques. Alors, vous avez déjà partagé quand même des retours d'expérience sur la mobilisation du réseau, mais est-ce qu'il y a voilà, une technique, un peu comme nous l'a partagé Émilie, une méthode spécifique par rapport à votre public, peut-être? Honnêtement, pas de technique particulière, hein, si ce n'est voilà, pour la langue, pour les personnes en situation d'analphabétisme ou en tout cas avec des difficultés de langue. On utilise ce qui existe, c'est ce qu'on pourrait, on bricole hein, concrètement. Après, effectivement, c'est vraiment le réseau. Hein. Là, quand on a une connaissance du réseau, des structures qui mettent en place des actions bien spécifiques avec des financements bien spécifiques pour ce typologie de public, là, nous, en tant que CIP, honnêtement, on est quand même mis à mal, en tout cas par rapport aux freins que le public, que les usagers qu'on accompagne aujourd'hui, parce que je trouve que tout à l'heure, il y a beaucoup aussi, il y a les violences, mais aussi il y a l'aspect psychique. Hein. Donc, on va accompagner vers de l'orientation. Hein. On ne peut que réorienter sur certaines situations, surtout sur la maladie mentale. Voilà, on est vraiment quand même démunis, entre guillemets, parfois par rapport aux accompagnements que nous avons. Et on ne peut que s'appuyer sur le réseau. Alors, moi, effectivement, j'ai eu cette chance d'avoir été sur le développement partenarial et du coup, j'ai beaucoup de voilà, j'ai maintenu un réseau et qui fait que ça me facilite la vie sur l'accompagnement de mes publics. Mais aujourd'hui, des techniques particulières ou en tout cas une boîte à outils, outre que ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ce soit Émilie ou Céline ou Clotilde, c'est on s'adapte en fonction des usagers que nous avons et de ce qu'on a et que les moyens qui sont mis en place. Et la problématique aussi, c'est les moyens qui sont mis en place pour accompagner ces publics. Hein. Tout à fait. Sur le PLI, elles ont la chance d'avoir un panel de partenaires et les chargés de mission y œuvrent chaque année, mais et le PLI est un super dispositif justement pour la levée des freins. Mais moi, par exemple, sur ma structure, en tout cas sur la MEX, on s'appuie avec ce qui existe et ce qu'on peut, et on travaille en partenariat. On n'a pas d'autre solution réellement que de travailler de cette façon-là. Bien sûr. Et justement, il y a pour ces solutions, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges d'entraide dans le chat, mais c'est aussi là-dessus qu'on se base quand on travaille au quotidien au contact des publics. Alors, j'ai vu plusieurs questions sur les outils, alors que ce soit les techniques ou les outils. Je voulais vous partager concrètement, parce que vous avez sûrement vu passer la communauté de l'inclusion, l'outil sur lequel se passe cet événement aujourd'hui. Et la communauté de l'inclusion, c'est aussi un espace d'entraide des professionnels de l'insertion. Si vous avez posé une question dans le chat à laquelle vous n'avez pas de réponse, si vous voulez continuer les échanges après cet événement, allez là-bas, c'est vraiment le lieu pour pouvoir garder le lien avec vos partenaires, découvrir des nouvelles pratiques, des méthodes, des techniques qui sont réalisées sur l'ensemble du territoire, des fonctionnements qui marchent bien pour les autres directement. Donc, vous avez un espace d'échange ici directement où vous pouvez aller, vous voyez, poser des questions et on voit que là, il y a 1 minute, il y a une personne qui a parlé des freins pour l'absence de mode de garde. Donc, venez contribuer si vous avez des solutions. Si vous avez des idées, on a parlé des crèches à vocation d'insertion professionnelle notamment, qui sont de vraies solutions sur les territoires pour les modes de garde. Mais venez contribuer, partagez vos questions, parce que si vous vous posez cette question, c'est que d'autres personnes se la posent aussi. En tout cas aussi, j'ai vu pas mal de questions sur les outils de cartographie.
Vous avez également l'outil Dora, parce que ça, ce sont 2 outils qui sont portés par la plateforme de l'inclusion qui organise cette journée. Donc, vous avez l'outil Dora qui est un outil de cartographie de l'offre d'insertion, un service public numérique qui est disponible dès aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller chercher s'il y a des solutions sur votre territoire qui répondraient à ces besoins. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et peut-être à bientôt sur les réseaux avec la plateforme de l'inclusion. Merci Merci beaucoup. à Bonne tous. journée. Merci.